recouvert d'une enveloppe de plastique jusqu'à 35 400 mètres d'altitude. Ayant été le premier homme à contempler la nuit interstellaire, il atterrissait après 32 heures d'une ascension sans précédent qui lui avait permis de contempler le globe sur une étendue de 1500 km. Alors, croyez-vous que ce problème du vide a été résolu et que les astronautes peuvent vraiment se promener dans le vide intersidéral sans dommage dans leur pyjama de l'espace ? Si Andy se posait sur la surface de la Lune sans combinaison spatiale, voici ce qui lui arriverait. Dans le quasi-vide de l'espace, les gaz présents dans son corps se dilateraient. Son sang paraîtrait en ébullition du fait de l'expansion rapide des gaz émis dans le flux sanguin. Andy ne tarderait pas à ressentir les effets d'une autre caractéristique de l'espace, le manque d'oxygène. Après avoir été plongé dans le vide et privé d'oxygène pendant 20 secondes, Andy troquerait ses ailes d'astronaute contre d'autres, d'un genre plus définitif. Il s'agit donc de fabriquer une combinaison que l'on puisse remplir d'air pour compenser l'absence d'atmosphère et qui doit offrir souplesse et flexibilité. Cette conquête spatiale, je vous le dis, n'est décidément qu'un spectacle, un leurre. Alors, je ne m'attarderai pas sur ces questions autour de la NASA que j'ai déjà largement abordées. Si ce n'est peut-être, allez, pour vous montrer ce document déniché par les chercheurs de vérité et qui me paraît être la preuve définitive de l'arnaque. Regardez bien la main de l'astronaute au premier plan à droite. Il accomplit un geste spontané, comme un réflexe, comme lorsque l'on veut retenir quelqu'un qui tombe. Or, au lieu de prendre son collègue par la taille, sa main se referme instinctivement sur quelque chose, un filin invisible. Au même instant, c'est tout son corps qui est entraîné vers son compère. C'est donc bien que sa main a exercé une force. Comment expliquer le comportement de cette main et la force d'attraction exercée en retour sur son corps autrement que par la présence d'un filin qui maintient l'astronaute dans une fausse apesanteur pendant qu'il fait sa galipette? Pour ma part, je n'ai pas d'autre explication en tout cas.
Nous reviendrons encore sur la NASA dans d'autres émissions, mais pour l'instant, fermons cette page. Nous avons vu aussi durant la saison dernière que nous ignorions tout de nos origines. Nous avons remis en question la théorie de l'évolution et la réalité de la préhistoire. Vous voulez que je vous dise, au même titre que d'autres monstres issus d'autres dimensions, les dragons appartiennent depuis toujours aux vieilles légendes humaines. Et la science, à la fin du 19e siècle, les a tout simplement réinventés. Ils ont donné un nouveau nom à ces monstres, les dinosaures. L'existence des dinosaures a été imposée par les gardiens du troupeau lors de la seconde Renaissance pour servir la théorie de l'évolution. Ils ont d'abord été envisagés, mais ils n'existaient pas encore. Il a fallu découvrir le premier pour que la réalité se conforme à la théorie et non le contraire. Cela vous donne une idée de la porte qui s'ouvrait pour tous les faussaires de l'histoire initiés au secret. En fait, au début, forcément, les faussaires manquaient d'expérience. Ils étaient maladroits, ça tâtonnait un peu. Mais peu à peu, une norme s'est imposée, en même temps qu'un savoir-faire. Et comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, les premières œuvres maladroites ont été dénoncées comme des faux grotesques des décennies plus tard. Mais le mal était fait. Les dragons modernes étaient nés dans notre réalité et les enfants d'aujourd'hui allaient les adorer. Arthur, la symbiose parfaite d'un général romain et d'un roi celtique. Notre dragon. Sans doute une banale catapulte médiévale. Ensuite, nous avons Merlin, le faiseur de rois, qui n'a probablement jamais existé. La question c'est... Pourquoi ressentons-nous le besoin d'inventer ces histoires, mis à part le fait que les dragons sont fascinants? C'est parce que nous voulons bien y croire. À présent que le business des dinosaures est devenu juteux, les paléontologues en trouvent presque toutes les semaines, en veux-tu, en voilà, et toujours plus impressionnant, toujours mieux conservé. Génial aussi la notion de cimetière de dinosaures, où l'on va trouver sur un même territoire une concentration de fossiles de différentes espèces. Et pour comprendre tout ça, il faut se replonger dans le contexte du 19e siècle. Avec la colonisation, l'Occident connaît un véritable engouement pour tout ce qui vient d'Afrique, terre mystérieuse et ô combien exotique, source de tous les rêves. C'est l'époque des musées de l'homme, des musées d'histoire naturelle, des ethnologues, des safaris, des explorateurs et des aventuriers de la science. Le temps aussi des zoos humains qui tournent à travers l'Europe et qui ont une place de choix dans les expositions universelles. J'ai lu un article il y a très longtemps dans un numéro spécial du Monde diplomatique qui avait été fait par Pascal Blanchard. Et cet article retraçait l'histoire des zoos humains, en fait, des expositions d'êtres humains africains en Europe. Et j'ai voulu raconter cette histoire au départ avec cette idée en tête, mais j'ai modifié le projet initial et maintenant donc c'est un peu différent. Je ne parle pas d'un zoo humain, mais je parle du fait d'être regardé en tant qu'on est, si vous voulez, noir, africain au 19e siècle et comment on est vu au moment où l'empire colonial français est en train de se construire à la fois idéologiquement, économiquement et politiquement. De ce roman sont écrasés par le poids du réel. Le commerce de l'histoire bat son plein et il y a une découverte qui fait sensation, une découverte qui fait rêver, c'est l'existence rapportée par des explorateurs de gisements d'ivoire, les fameux cimetières d'éléphants. Beaucoup d'aventuriers vont se lancer à partir de ce moment-là dans cette quête avec l'espoir d'une fortune rapide, comme d'autres à la même période gagneront l'Amérique pour grossir les rangs de la ruée vers l'or. Alors, imaginez cette science
en pleine effervescence, bouillonnante d'exotisme, grouillante d'idées nouvelles qui apparaissent à chaque seconde. Et cette science nouvelle qui fait la part belle évidemment aux faussaires de tout poil et aux affabulateurs. Pour cette science qui s'ouvre à de nouveaux horizons quand il s'agit d'imaginer les dinosaures, les dinosaures sont grands, et de leur inventer une existence avec des habitudes de comportement, quoi de plus naturel que de les assimiler aux monstres de l'époque, aux pachydermes, aux éléphants. Les dinosaures vivent donc en troupeau et répondent aux mêmes instincts. En toute logique, les inventeurs du Jurassique leur attribuent la même croyance scientifique à la mode de l'époque, et c'est ainsi que naissent les cimetières de dinosaures. Sauf que cette croyance scientifique du cimetière où les éléphants se rendent pour mourir a été largement invalidée depuis, par la simple observation des faits. De toute évidence, ce n'est pas le cas des cimetières de dinosaures que l'on continue de découvrir de nos jours et qui se sont imposés comme une réalité dans l'inconscient collectif. C'est ainsi que, comme je vous l'ai dit lors d'une émission précédente, le plus grand gisement de fossiles se trouve en Chine. Et il y en a d'autres, notamment au Canada, toujours dans des zones sauvages et désertiques, à l'abri des témoins gênants. C'est tellement plus pratique. De toute façon, en fait, l'extinction des dinosaures rend toute vérification impossible et ouvre grand la porte à tous les délires. Il faut dire que dans le domaine des dinosaures, côté délire, l'actualité nous a encore gâtés. Alors, c'est open bar tous les jours, l'happy hour 24/24, c'est, comme on dit, royal au bar. J'adore par exemple cette nouvelle mode des dinosaures trouvés dans l'ambre. Même Steven Spielberg n'avait pas osé aller jusque-là pour son Jurassic Park. Il avait préféré, lui, s'en tenir aux moustiques gorgés de sang de reptiles. Une molécule d'ADN, comme moi, est un négatif pour créer une chose vivante. Et il arrive que des animaux qui ont disparu depuis des millions d'années, comme les dinosaures, laissent leur négatif pour qu'on les trouve. Il faut simplement savoir où chercher. Il y a 100 millions d'années, il y avait des moustiques comme aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, ils se nourrissaient du sang des animaux, même des dinosaures. Parfois, après avoir piqué un dinosaure, le moustique allait se poser sur une branche d'arbre et rester collé dans la serre. Longtemps après, la résine durcie s'est fossilisée, comme un ossement de dinosaure, gardant en elle le moustique. Cette résine fossilisée, que nous appelons l'ambre, a attendu des millions d'années avec ce moustique en elle, jusqu'à ce que viennent les savants du Jurassic Park. Grâce à des techniques sophistiquées, ils extraient le sang du moustique conservé dans l'ambre et bingo, voilà ADN dino. Mais aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, les paléontologues ont largement franchi le pas. En fait, rien n'arrête les faussaires, pas même l'invraisemblance. Et d'ailleurs, ils auraient tort de se priver, puisque, à force d'accoutumance, tout passe. Comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Hier, c'était la queue d'un petit dinosaure à plumes. Aujourd'hui, un oisillon complet. Demain, à qui le tour ?
Les articles de presse nous ont appris notamment que l'oisillon en question était exceptionnellement bien conservé et qu'il allait permettre aux chercheurs d'étudier de plus près les caractéristiques de ce groupe jusqu'à la pigmentation du plumage. Et puis alors, bon, je n'invente rien, hein, il faut le savoir, c'est le petit détail, l'oisillon appartenait à un groupe de dinosaures disparus qui étaient des oiseaux à dents. Hein. Ils se fichent vraiment de nous. Vous connaissez tous l'expression quand les poules auront des dents. Et alors, à chaque découverte, c'est encore plus énorme. Comme ce très rare fossile de reptile marin, un plésiosaure de 90 millions d'années, qui a été découvert dans une cave troglodyte privée en France, évidemment à l'abri des témoins, là encore. La presse nous explique que c'est un spécimen unique en Europe, et surtout, lui aussi, il est complet. Du jamais vu dans l'histoire. Mais il y a encore plus fort, je vous le dis, c'est sans limite. Avec les dinosaures qui étaient inconnus au bataillon jusqu'au 19e siècle, la science a ouvert la boîte de Pandore des faussaires. Imaginez, aujourd'hui, ça ne leur suffit plus de trouver des fossiles complets dans l'ambre. Aujourd'hui, ils découvrent des dinosaures momies vieux de 110 millions d'années. Non, je ne blague pas, je vous assure que c'est vrai. Voici d'ailleurs ce que nous dit le communiqué de presse. Au Canada, les ouvriers d'une mine ont découvert un spécimen exceptionnel de dinosaure appartenant à un Odosaurus. Sa peau et même le contenu de ses intestins sont encore présents. Plus qu'un fossile, c'est une vraie momie qui est sortie de terre au Canada. Ou encore, le dinosaure est tellement bien conservé qu'il pourrait avoir existé il y a quelques semaines. Je n'avais jamais rien vu de tel, a commenté le paléobiologiste Jacob Winter de l'université de Bristol au Royaume-Uni. C'est une momie de dinosaure, c'est vraiment exceptionnel, a renchéri pour le New York Times Don Brickman, directeur de recherche du Royal Tyrrell Museum. Je vous le dis, pas de limite. Bon, alors, vous allez me dire aujourd'hui, il y a bien des momies d'extraterrestres en circulation. Alors, on n'est plus à ça près. Oui, mais quand même. Nous arrivons maintenant au sujet justement épineux des momies, un autre business lucratif de la science. Personnellement, je vous le dis, j'ai un problème, moi, avec les momies. Non, je sais que la momification existe à l'état naturel, mais j'ai de plus en plus de mal à croire à tous ces rituels de momification des cultures exotiques passées de type Égypte ou Pérou. Ça me fait penser de plus en plus à un folklore imaginé et en fait à un savoir-faire pour enfumer la population et puis générer du tourisme. Récemment, par exemple, c'est pas moins de 17 momies qui ont été découvertes en Égypte. Des archéologues ont fait cette découverte sans précédent dans la province de Minya, au centre du pays, au cœur d'un site archéologique désertique. Vous y croyez, en fait, vous, à ces nouvelles découvertes de momies en Égypte? Pour moi, c'est plutôt qu'ils ont relancé la machine à fabriquer des momies. Pas un jour, en effet, sans qu'on en découvre de nouvelles. C'est pas comme s'il n'y avait pas eu, au XVIIIe et XIXe siècle, un fantastique trafic juteux et lucratif de momies partout à travers le monde. Des milliers de momies. Allez savoir ce qu'étaient en réalité ces momies, ont été vendues en poudre, il faut le savoir, sous forme d'élixir de prolongement de vie, durant toute cette période. Au XXe siècle, d'ailleurs, dans les années 60 et 80, les scientifiques n'arrêtaient pas de se plaindre, se plaignaient de ce trafic passé qui était une immense perte pour la science. Et aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, les momies ressortent de leur sarcophage.
Faut-il revenir sur la problématique des grottes rupestres? Je sais que vous avez bien aimé ce sujet. Et trois questions reviennent toujours autour de Lascaux ou de Chauvet. C'est pourquoi n'en a-t-on jamais entendu parler avant le 19e siècle? Où sont passés les brouillons, finalement, de ces chefs-d'œuvre? Et puis, comment se fait-il qu'on ne retrouve aucune trace de combustion? Comment ont-ils fait pour réaliser de tels chefs-d'œuvre au fond des grottes, dans l'obscurité la plus totale? Mais dans le domaine de l'enfumage, il y a tant de sujets que on ne peut évidemment pas tout aborder dans une seule et même émission. Alors, tous les sujets que nous venons, en tout cas, d'aborder ici, touchent en fait à notre passé et à notre avenir. C'est assez lourd de conséquences, car de tous ces mensonges, il ressort deux choses assez effrayantes. En fait, nous n'avons pas de lointain passé, et la conquête spatiale, nous étant vendue comme le seul espoir de survie de l'humanité, plus ou moins long terme, force est de constater que nous n'avons pas d'avenir.